bienvenue pour ce meet-up ce soir consacré à la sécurité de l'information et notamment on va en profiter pour faire un retour d'expérience sur un incident de sécurité qui peut-être en avez-vous déjà entendu parler en mars 2018 avait fait quelques dégâts collatéraux disons sur des attaques par déni de service par amplification. Alors rassurez-vous, je vais revenir en détail sur qu'est-ce que c'est un déni de service, qu'est-ce que c'est que de l'amplification, de la réflexion, etc. Et vous détailler comment chez OVH on aborde ce type d'événement de sécurité et comment on répond finalement à l'incident. Je ne sais pas si ici vous avez déjà eu par le passé à faire face à un incident de sécurité, allez à main levée rapidement, qui a déjà dû gérer un incident de sécurité au sein de son entreprise. D'accord. C'est pas du tout représentatif. Grosso modo, les stats montrent que par an, une entreprise à peu près sur 3 aura à faire face à un incident de sécurité plutôt costaud. C'est-à-dire exfiltration de données ou mise à mal de l'infra de prod. Donc en fait c'est intéressant de s'y préparer, de savoir comment on peut gérer ce type de crise, d'avoir des process entre guillemets, alors c'est facile à dire, mais avoir des process un petit peu structurés sur comment on peut réagir en cas d'incident et quels sont les leviers qu'on peut actionner pour rapidement mitiger le problème et reprendre l'activité, typiquement un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité. Alors je ne vais pas parler de process véritablement, je vais surtout en prenant l'exemple de Memcache, du phénomène de 2018, comment nous on a procédé. Ce n'est pas forcément la bonne méthode. D'autres pourront dire que oui, il y a des façons bien meilleures d'aborder un incident de sécurité. Et j'essaierai de vous faire part aussi de ce qu'on a pu apprendre, des succès qu'on a eus, mais aussi des échecs, parce que tout n'a pas été rose, et c'est surtout avec les échecs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Bonjour à vous. Alors, qui suis-je ? Donc je me présente rapidement, Sébastien Mériot, je suis le responsable de la cellule en veille en cybermenace et en réponse à incidents chez OVH. Donc qu'est-ce que cette équipe ? Globalement, on monitore l'Internet, quelles sont les menaces à un instant T qui peuvent viser OVH. On fait des plans d'action pour éventuellement réduire le risque ou anticiper ce risque. Et quand malheureusement on n'a pas réussi à déjouer la menace, on fait face à la réponse à incident et on met en place le plan d'action, la réponse, les mitigations, le forensic s'il le faut, pour analyser tout ce qui s'est passé, en déduire là où ça a cloché, faire des post-mortem, capitaliser et améliorer encore plus nos infras, nos process, notre sécurité. Je vous ai mis quelques exemples de réponses à incidents que j'ai pu faire par le passé. Bon, je vous ai pris les plus marquantes, celles qu'on a entendu le plus parler. Mirai en 2016, où l'un de nos clients a été visé avec une attaque à plus de 1 Tera, qui bien heureusement ne nous a pas fait tomber. WannaCry en 2017, où l'objectif était de réduire la propagation du verre à travers notre backbone, parce que le verre se répandrait très rapidement sur notre backbone, sur notre réseau, et infecter des milliers de clients. Donc l'idée c'était réduire cette infection, réduire le vecteur, réduire la menace pour protéger nos clients. Et enfin Spectre, je pense que vous avez tous entendu parler de Spectre Meltdown, qui a rythmé 2018, et qui continuera de rythmer 2019 sans aucun doute, où j'ai pu participer à l'analyse de l'exposition et la réponse à incident pour voir comment on pouvait patcher les kernels, comment on pouvait faire des mitigations avant que les microcodes sur les processeurs sortent. Alors je vais vous parler, comme je vous disais, de Memcache. Memcache, si je devais le résumer en une seule slide, c'est ça. Le 1er mars 2018, à 2h du matin, on a reçu un DDoS sur notre réseau qui est ciblé, l'un de nos clients, à 1 Tera 35. 1 Tera 35, c'est pas mal. C'est un des plus gros DDoS qui a eu lieu en 2018. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 Tera 35, ça vous permet de télécharger quelques DVD en un claquement de doigts. C'est à peu près 5 DVD en une seconde. Voilà, ça vous donne un petit exemple. Donc je dis bien terabits et pas terabytes, comme certains peuvent le dire, c'est bien des terabits, donc pour avoir des teraoctets, vous divisez par 8. Alors, petit planning de ce soir,
je vais vous parler réponse à incident dans un premier temps. Deuxième temps, investigation. Quelles sont les investigations qu'on a pu faire? À quoi servent les investigations? Donc je vous ferai très sommairement un récapitulatif sans rentrer dans le détail. Et on en profitera pour voir un petit peu l'état de la menace. Parce que Memcache, ok, c'était 2018, mais en 2019, ça peut refrapper. Et on peut... il y a des choses intéressantes à surveiller pour l'avenir. Alors, cet incident de sécurité, comment il s'est manifesté? Avant tout incident, il y a toujours des signaux, qu'ils soient faibles ou forts. Là, on avait des signaux assez forts, disons. On avait beaucoup d'attaques en entrée du réseau. Quand je dis des attaques, c'était pas des petites attaques, c'était des attaques en centaines de gigabits. C'est plutôt pas mal. Et ça n'arrive pas souvent qu'on ait des attaques à fréquence soutenue de cette envergure. Donc à partir du 26 février 2018, on commence à avoir plusieurs centaines de gigas qui arrivent sur notre réseau à un rythme très soutenu, dizaines, centaines par jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces attaques, elles avaient tous un port source identique, qui était le port UDP 11211. Je reviendrai dessus, ce sera intéressant pour la suite. Un autre signal assez intéressant, là c'est notre monito. On monitore aussi le trafic sortant de notre AS. L'AS, en fait, c'est le réseau OVH, si vous préférez, c'est un numéro. Et en sortie du réseau, on voit que sur certains liens de peering, on a du trafic qui ressemble à des attaques qui sortent. Normalement, chez OVH, peut-être certains vous êtes clients, vous avez peut-être déjà expérimenté le système, en faisant des choses pas très honnêtes. Nous avons un système qui monitore le trafic réseau, et dès lors que vous commencez à faire quelque chose qui ressemble à une attaque par déni de service, on va suspendre temporairement votre serveur pour éviter de vous attaquer l'Internet. Et là, typiquement, ce qu'on observe, c'est qu'on a potentiellement des attaques qui sortent de notre réseau et qui ne sont pas détectées. Et que donc, notre système semble complètement bypassé. Et ça, on le voit depuis le 24 février à peu près. En moyenne, si on prend la totalité de la backbone, on voit aussi qu'on a un trafic qui est au-delà de la normale de 250 gigabits par seconde, ce qui est plutôt colossal. Et qu'on a certains liens de peering donc le peering, c'est l'interconnexion avec les autres réseaux, avec d'autres opérateurs par exemple. On a certaines intercos qui sont surchargées. Donc ça aussi, ça remonte dans nos monitos, ça fait d'autres signaux. Donc on peut corréler tous ces signaux, et donc là on peut commencer à observer quelque chose qui se passe. Et donc, quand on voit quelque chose qui se passe comme ça, surtout avec des DDoS à répétition qui interviennent, on peut commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, et donc là, on a commencé à regarder est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui se préparait, et monter un scénario typiquement de réponse à incident. Donc chez OVH, sur cette typologie d'incident, donc là on est sur un incident qui touche la backbone, donc qui touche à la fois nos assets et à la fois nos clients, on va faire une réponse en 4 points. Alors c'est pas séquentiel, tout ça, ça va se faire en parallèle globalement, et on va s'attacher à vérifier, ou en tout cas à accomplir 4 choses. Protéger nos clients, protéger l'Internet de nos clients, ça c'est paradoxal, on va protéger nos clients des attaques qu'ils pourraient recevoir, et à la fois on va protéger l'Internet des attaques que nos clients pourraient envoyer. On va revenir là-dessus. C'est tout ça le job d'un hébergeur, c'est à la fois se protéger lui-même, mais aussi se protéger de ses propres clients parfois. Protéger notre infra. Comme toute entreprise, on a un système d'information, et donc on a de l'infra, et on a une infra à protéger comme tout le monde. Et on va faire une chose aussi qui s'appelle la threat intel, donc l'intelligence en menace. On va récolter de l'information sur la menace en cours, essayer de comprendre les tenants et aboutissants de la menace en cours, et essayer surtout d'anticiper les mouvements qui pourraient se produire pour éviter d'être pris au dépourvu. Donc en fait, ces 4 points, on va les aborder, je vais vous les décrire, je vais vous présenter comment on les a traités, et surtout il faut voir que dans la timeline, tous ces 4 points vont être déroulés de façon simultanée. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la threat intel. Je vous ai présenté 2 slides tout à l'heure, avec des signaux qui sont remontés, des signaux d'alerte. Il y a quelque chose qui se passe.
Ce quelque chose qui se passe, il faut qu'on arrive à le concrétiser, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Est-ce qu'il y a un risque pour nous ou est-ce que c'est juste du bruit? Alors, tout d'abord, je vous ai parlé du port UDP 11211. Toutes les attaques ont un point commun, c'est qu'elles ont des IP qui envoient des paquets, des gros paquets, depuis le port 11211. Quand on cherche un petit peu UDP 11211, tout de suite, ça peut faire penser à Memcached. Memcached, c'est un démon, sous Linux, sous Windows aussi, il me semble, qui est assez populaire. C'est un cache en fait, c'est un cache in memory qui est très utilisé notamment sur le web, mais qui peut être utilisé à beaucoup de fins, qui va permettre de mettre en cache, comme son nom l'indique, des valeurs. Par exemple concret, vous avez un site web, vous faites des requêtes en base, parfois des requêtes qui peuvent être coûteuses. Pour optimiser ce temps, vous allez cacher dans Memcached les résultats de votre query. Ce qui va permettre du coup d'accéder non plus en quelques secondes par exemple au résultat de votre requête, mais en quelques millisecondes. Donc vous allez pouvoir économiser du temps de requête. Donc Memcached va être servi voilà, de cache local. Il est très très répandu sur internet, on verra les chiffres après. Il est même embarqué parfois avec certains softs, typiquement Zimbra. Quand vous installez Zimbra, le client mail, vous allez déployer un Memcached avec, il est packagé avec. Donc c'est vraiment très connu, il me semble que oui, ce soft doit avoir plus de 20 ans maintenant. Voilà. Donc potentiellement, on a déjà une piste. UDP 11211, Memcached, bon, il y a quelque chose à creuser. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'effectivement, Memcached va être utilisé et va être un petit peu le pivot central dans ces attaques. Alors ces attaques, je vais vous décrire un petit peu le mécanisme. En fait, ce sont des attaques par réflexion et plus précisément par amplification. Ce qui se passe, c'est que Memcached, quand vous allez installer le démon, par défaut, ce démon va écouter sur l'interface publique, sur le port 11211. Alors quel est le problème? Bon. Premier problème, c'est qu'il écoute par défaut en UDP sur le port 11211. Le deuxième problème, c'est que vous n'avez pas besoin d'être authentifié pour interroger le cache. Donc vous poussez des clés dans votre cache, et elles sont accessibles par n'importe qui en requêtant avec un simple paquet UDP. UDP a cette particularité, contrairement à TCP, c'est qu'il n'y a pas cette notion de mode connecté entre guillemets. TCP, vous avez le freeway on check, donc qui est SYN-ACK, enfin SYN-ACK, qui permet de connecter entre guillemets la connexion et de l'initier. En UDP, pas du tout. Quand vous souhaitez par exemple faire une query sur un Memcached, vous pouvez envoyer un paquet unitaire et lui demander « Donne-moi le résultat pour telle clé qui est dans ton cache ». Alors quelle est l'incidence? Justement, c'est la réflexion et l'amplification. C'est deux phénomènes qui sont assez usuels avec le protocole UDP. On en a à peu près au moins une fois par an. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par l'amplification. L'amplification, c'est très simple à comprendre. Vous avez un attaquant qui va faire une requête sur un serveur X. Imaginons cette requête fait 50 T. La réponse, elle en fait 100. On a un facteur d'amplification x2. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est 2 fois supérieure à la query. Alors pourquoi c'est intéressant? Maintenant, on va mixer avec la réflexion. UDP, comme je vous ai dit, il n'y a pas de freeway on check. Donc, si vous spoofez le paquet, c'est-à-dire que vous changez l'adresse du from par une adresse d'une personne, par exemple, à qui vous souhaitez du mal, eh bien, vous allez pouvoir envoyer le paquet au serveur. Le serveur va prendre le from pour répondre, et va répondre à la personne à qui vous souhaitez envoyer une attaque. Donc là, vous allez faire ce qu'on appelle du spoofing, et donc de la réflexion. Donc, en fait, le serveur va servir de pivot avec une requête initialement destinée à une victime qui n'a jamais rien demandé. Et avec une faible bande passante, vous allez pouvoir avoir un levier, un effet de levier, et donc avoir un phénomène d'amplification. Donc là, par exemple, imaginons que vous avez un attaquant qui a une connexion ADSL un peu moisie à 8 mégabits. Avec 8 mégabits, il va être en capacité de générer 16 mégabits de trafic, s'il y a une amplification x2. Bon, x2, c'est pas généralement ce qui est très recherché. Ça va le principe? Avec Memcache, ça devient plus intéressant. Parce que du coup, l'idée c'est aussi de comprendre quel est le facteur d'amplification. Pour avoir de tels DDoS, le facteur d'amplification devait être intéressant.
Donc du coup, on a commencé à faire des mesures et à regarder des serveurs qui étaient utilisés comme pivot d'amplification et de réflexion. Ce qu'on a vu, c'est que en moyenne, en pratique, l'amplification était de fois 5000. Là, ça commence à devenir plutôt intéressant. Parce que du coup, avec une connexion à 10 mégabits, vous pouvez faire 50 000 mégabits, donc 50 gigas. Ça commence à être plutôt sympa. Alors, il faut quand même que le serveur qui est en face puisse sortir 50 gigas. Là, ici, je vous ai pris donc, du coup, une capture d'écran d'un des serveurs qui était sous attaque. En haut, vous avez le trafic qui est reçu. En bas, vous avez le trafic qui sort. Et donc, vous voyez qu'en moyenne, on a 500K qui rentrent et qu'en sortie, on a 1 giga. Ce qui est plutôt une affaire qui marche. On a observé des pics jusqu'à x10 000 avec la méthode qui a été utilisée par les attaquants. Ce qui est, pareil, plutôt intéressant. Un petit comparatif des facteurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'autres méthodes par amplification. Celle qui est la plus connue généralement c'est NTP. NTP parce que on était sur des facteurs, et on l'est toujours d'ailleurs, il y a encore beaucoup de serveurs NTP mal configurés qui exposent du NTP et qui permettent de l'amplification. On est sur des facteurs à peu près de 550. Donc on a un même cache ici, je vous laisse le placer sur le graphique, qui dépasse largement toutes les méthodes existantes. Aujourd'hui, celle qu'on le vend en poupe, c'est vraiment, on a CLDAP, LDAP, DNS, mais ça tend à se calmer un petit peu. SSDP, on en voit beaucoup aussi en ce moment en termes de DDoS. Mais on est sur des méthodes qui sont à quoi? Entre x20, x50. On est très loin de même cache qui a un rendement vraiment très intéressant pour un attaquant. Donc, là, on commence à comprendre un peu mieux la menace, on commence à comprendre un petit peu les tenants et aboutissants. Donc on sait qu'on a un facteur d'amplification de x5000, x10 000. Maintenant, il faut comprendre un peu plus. Il faut relier les éléments ensemble. On sait qu'on a un même cache ou des mêmes caches sur Internet qui sont problématiques, avec une exposition par défaut du port UDP. Si on commence à chercher un petit peu à gratter pour voir vraiment l'état de l'Internet et l'état OVH, nous on a commencé à regarder par OVH combien d'IP sont concernés chez nous, sur notre réseau. Alors, quand je dis notre réseau, c'est à la fois client et à la fois interne. On était à peu près à 7000 IP qui exposaient le port 11211 en TCP. C'est bien plus facile de scanner le TCP que l'UDP. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. Donc du coup, on est parti sur la base du TCP. Et en TCP, on a pu voir à peu près effectivement 7000 IP qui exposaient ce port. Ce qui est pas mal. Derrière, on a cherché à comprendre au niveau international combien ça représentait. On était à 74 000 IP environ. Alors il faut savoir qu'on a utilisé l'outil Shodan, et Shodan n'indique qu'une vue partielle de l'Internet. Donc généralement ces données sont sous-estimées. Mais déjà sous-estimées, si on commence à prendre en compte 74 000 IP, une donnée assez intéressante aussi qu'il faut corréler, c'est que même cache va être généralement installé sur des serveurs, il ne va pas être installé sur un laptop, ça n'a aucun sens, il va être généralement installé sur des serveurs pour accélérer des applications. Des serveurs, ça a généralement une bande passante importante, au moins 100 MB, si ce n'est plus. On a beaucoup de serveurs chez nous qui sont en giga ou en dizaines de gigabits. Donc si on est à 74 000 IP, qu'on fait le ratio et qu'on multiplie à 100 MB ou 1 gig, ça veut dire qu'on a un effet qui peut être énorme en termes de potentialité et de force de données de service. Ce qu'on a creusé, je reviendrai également après, c'est qu'on a observé que ces mêmes caches, ce n'est pas des mêmes caches ordinaires. Ces mêmes caches, ils ont été préparés par le passé, avant les attaques. C'est-à-dire que les attaquants se sont donné les moyens, avant l'attaque, plusieurs semaines avant l'attaque, de passer sur des milliers de mêmes caches au préalable pour insérer des données afin d'augmenter leur facteur d'amplification. J'y reviendrai dessus lorsque je vous débrieferai un petit peu les investigations qu'on a pu faire. Donc voilà, on a un petit peu tous les éléments réunis pour se dire qu'il y a quelque chose de pas cool qui va se passer et qu'on a intérêt de réagir vite, voire très vite. Donc je vais passer au deuxième aspect, c'est protéger nos clients. Alors protéger nos clients, forcément on va les protéger des attaques qu'on pourrait recevoir. Alors du coup, à chaque fois qu'on a ce genre de scénario, on a des options qui s'offrent à nous.
Alors là, je vous en ai mis quelques-unes. Forcément, c'est du brainstorming, hein. On est autour d'une table, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quels sont les quick wins? Quelles sont les solutions long terme, moyen terme, court terme? Qu'est-ce qui serait bien à avoir, le must-have dans 10 ans? Bon, même si en général, lors de ces réunions, c'est pas ce qu'on étudie. Donc la première solution qui peut se présenter, c'est espérer. Alors la mise en place, elle est très rapide généralement, mais souvent ça ne marche pas très bien. Pourtant, généralement, on va pas se le cacher, dans beaucoup de structures, c'est voilà, on espère que rien ne se passe, voire on fait en sorte de faire l'autruche, la politique de l'autruche, et se dire non, tout va bien, rien ne se passe. C'est une stratégie. Moi, je vous encourage, en tout cas, dès lors que vous avez connaissance d'un incident, à faire le maximum pour mettre en place au moins des mitigations partielles, même si c'est temporaire, mais au moins vous aurez fait le nécessaire. On reviendra dessus après, sur l'attitude à adopter. La deuxième possibilité, c'était bloquer le port 11211 en UDP. Comme je vous disais, Memcache utilise le port 11211, la réflexion fait que les paquets que le serveur nous renvoie a pour port source le port 11211. Donc, si on bloque le port 11211, potentiellement, on ne recevra plus de DDoS de la part des IP qui réacheminent le trafic, qui font la réflexion. Alors, c'est une solution qui a été adoptée par beaucoup de cloud providers et qui marche. Malheureusement, nous, on n'a pas retenu cette solution. Pourquoi? Parce que le port 11211, c'est un port qui est haut. Au-delà des ports 1024, on considère que ce sont des ports qui sont des ports dits clients et qui peuvent être utilisés par le système d'exploitation pour initier des connexions. Donc, le port 11211, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple concret, vous êtes un joueur de Minecraft, vous souhaitez vous connecter à un serveur Minecraft en UDP, il est possible que votre système d'exploitation utilise le port 11211 pour vouloir se connecter au serveur Minecraft. Donc derrière, il peut y avoir en fait un problème au niveau de la qualité de service de nos clients. On a beaucoup de gaming au sein de nos clients. Et donc bloquer un port UDP client comme ça peut avoir des répercussions sur, finalement sur la qualité de service. Pareil sur la visio, pareil sur le streaming, pareil sur en fait, tout ce qui utilise l'UDP. Donc on a décidé de ne pas bloquer UDP 11211. Troisième possibilité, c'est de développer la mitigation. Alors c'est intéressant parce qu'en plus on a notre propre système anti-DDoS, le VAC. Donc on est en capacité de développer nous-mêmes nos propres mitigations. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande précision parce que c'est nous qui venons activer le levier très précisément sur les attaques qu'on reçoit. Malheureusement, ce sont des développeurs qui aiment tester et donc le TA est assez élevé. On ne peut pas mettre en prod en quelques heures. Dernière possibilité, c'est l'UBRL sur le port UDP 11211. Alors qu'est-ce que c'est UBRL? UBRL, c'est du rate limit. C'est la capacité des routeurs à fixer un seuil à ne pas dépasser en termes de réception de données sur un port précis. Donc là en UDP. Alors c'est rapide à configurer, c'est l'avantage. L'impact est relativement faible. En fait, l'impact va juste concerner les personnes qui vont vouloir faire des transferts de données, potentiellement des gros transferts de données, sur le port 11211. Memcache, il n'y a aucune raison qu'il y ait du transfert de données énorme, si ce n'est pour causer des DDoS, en tout cas à cette période-là. Et des transferts de données sur 11211, il y a très peu de raisons également. Alors du coup, au niveau des quick wins qu'on a choisis, et du plan d'action, voilà, on s'est focalisé en premier sur mettre l'UBRL, très rapide à mettre en place, en 2 heures on l'avait mis en place. Donc on était en capacité au niveau du routage à diminuer l'impact des dénis de service qu'on pouvait recevoir sur ce port-là. Parce qu'en fait, le routeur, lui, c'est très simple, il va recevoir énormément de paquets et il va dropper dès lors que c'est supérieur à la limite. Bon, en tout cas, il va dire, il va limiter clairement le trafic. Et en parallèle, on développe la mitigation. Et comme ça, dès que la mitigation elle est développée, on arrête l'UBRL et on passe en mode prod sur notre anti-DDoS. Donc ça, c'est globalement l'UBRL, on l'a maintenu à peu près 2-3 semaines, le temps de développer la mitigation. Voilà. Et pendant ce temps, alors quand je vous dis il est important de réagir vite, en fait le 28 février,
Là, en fait, quand on a commencé à vouloir développer une mitigation, on était le 26 février. Le 28 février, GitHub, la plateforme de stockage de sources, devient inaccessible entre 17h21 et 17h26 en UTC. Pourquoi? Parce qu'en fait, GitHub reçoit un DDoS de 1 Tera30 sur son infra et n'arrive pas à encaisser, en fait, tout simplement. Et donc, après, on creuse et on se rend compte qu'effectivement, ce sont les mêmes caches, donc ce vecteur d'attaque qui a causé pendant 5 minutes l'outage de GitHub. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important lorsque vous êtes en gestion de crise. La communication est souvent maîtrisée, mais faites attention toujours à la communication. Quand on regarde, là en fait on a deux articles différents. On a à la fois l'hébergeur de GitHub qui dit que finalement ils ont réussi à mitiger l'attaque, et à la fois on a GitHub qui dit qu'ils ont eu un downtime de 5 minutes. C'est important d'être transparent et d'avoir un discours qui soit clair. La transparence, c'est la confiance. Si jamais vous avez à gérer un incident de sécurité, ça arrive à tout le monde. La personne qui se targue de ne jamais avoir rencontré d'incident de sécurité, c'est une personne qui potentiellement ignore qu'elle a déjà eu un incident de sécurité. Donc, faut pas cacher la vérité, faut pas dissimuler, faut jouer la carte de la transparence. GitHub a joué la carte de la transparence, son hébergeur un peu moins, et donc on voit qu'il y a un problème de discours, et donc du coup un problème de crédibilité quelque part. Donc là, on est le 28 février, à peu près vers 17h, 18h, et le 1er mars, vers 2h du matin, c'est à notre tour, où on a un client qui reçoit un DDoS de 1 Tera35. Potentiellement, on a bien fait notre boulot, parce que l'astreinte, cette nuit-là, n'a pas été réveillée, et on s'en est rendu compte l'après-midi, lors d'un comité de suivi, en fin d'après-midi, et où, je me souviendrai toujours, une personne qui était autour de la table regarde les graphes et se dit « Oh putain, il y a un truc bizarre là sur ce graphique-là. Oh mais on s'est pris un truc. Oh mais c'est énorme. » Voilà. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir que finalement, on a pris les actions à temps pour réduire le problème. Alors, on n'a pas tout mitigé dans les règles de l'art. Il y a un petit peu qui est passé, forcément, parce qu'on était sur du quick win. Mais en tout cas, notre réseau a encaissé et notre client n'a pas ressenti grand-chose. Et ça, c'est une première victoire. Troisième volet, protéger l'Internet. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc là, on a vu comment nous, on protège nos clients des attaques venant de l'extérieur. Maintenant, il faut voir que nos clients hébergent également des mêmes caches qui peuvent être utilisés à leur insu pour envoyer des attaques sur l'Internet. Et donc, on doit protéger l'Internet, finalement, de nos propres clients. Ça, c'est le deuxième boulot de l'hébergeur. Alors pareil, on a toujours beaucoup de choix qui se posent à nous. Le premier choix, qui a pas mal été adopté, on va pas se le cacher, lors de l'épisode Memcache, c'était d'ignorer et de laisser les clients finalement attaquer l'Internet. Alors, c'est vrai que c'est très rapide à mettre en place, mais ça ne marche pas très bien, et surtout, c'est pas très fair pour les autres. Quand on a des incidents de sécurité, l'idée c'est d'être un petit peu solidaire, parce que parfois c'est intéressant aussi de se tenir les coudes et de s'entraider. Alors deuxième possibilité, vous allez voir, on va retrouver des choses comme la fois précédente. On peut bloquer UDP 11.211, donc comme je vous disais, pas de trafic sur 11.211, pas de DDoS, voilà, parce que tous les ports en émission sont 11.211. Par contre c'est un port client. On peut prendre le parti de contacter les clients. Généralement, les clients sont toujours super contents d'être informés lorsqu'il y a un problème de sécurité sur leur service. En tout cas, on essaie de le faire au maximum. Mais il faut être très honnête, tous les clients ne vont pas corriger. Autant il y a des clients qui sont super contents et qui corrigent dans les 10 minutes de la réception du mail, autant il y a des clients qui vont ignorer le mail, ou parfois on se demande si c'est pas devenu là. Bon. On peut carrément éteindre les serveurs. La menace est neutralisée, c'est une méthode radicale. Par contre, en termes de relations clients et en termes de business, c'est un peu plus délicat. Le market est un peu moins fan de ce type de pratique. Et puis notre service client aussi est pas très fan, parce que généralement ça produit quelques appels. Et puis on peut aussi sortir du cadre. Et ça c'est toujours intéressant, c'est prendre du recul, sortir du cadre.
arrêter d'avoir la tête dans le guidon et se dire, bah, potentiellement, voilà, ma liste de courses, ma liste au Père Noël, ce serait ça, et ça pourrait être d'éviter la réflexion. Empêcher que les serveurs qui sont chez moi puissent véhiculer des attaques. Ce serait le rêve. Bah, en fait, quand on y réfléchit, c'est pas si compliqué, parce que du coup, s'il n'y a pas de réflexion, si le serveur Memcache qui est chez nous ne permet pas de relayer des attaques vers une IP qui n'est pas l'IP d'émission, bah, du coup, il n'y a plus d'amplification et il n'y a plus d'attaque. Et ça, on est en capacité de le faire en fait. On a fait des schémas et on s'est rendu compte que finalement, on est en capacité de le faire. Alors le seul point limitant, entre guillemets, c'est la capacité des routeurs. Les routeurs, ils ont une mémoire qui s'appelle des TCAM, et c'est une mémoire qui est très très chère. Donc il y en a très très peu dans les routeurs, et donc on a des limites physiques en termes de configuration qu'on peut insérer dans nos routeurs. Mais globalement, c'est des choses qu'on est en capacité de faire. Donc du coup, les quick wins et les solutions long terme qu'on a adoptées, bah, la première, c'était d'éviter la réflexion. Ça, c'est des devs maison qu'on a pu implémenter dans notre VAC. Pour le coup, c'était des devs qui étaient plutôt rapides, parce que c'est pas très loin de détecter un DDoS. En fait, vous détectez une personne qui envoie des paquets à répétition pour essayer de provoquer de l'amplification. Et donc, ben, ça match parfaitement avec le rôle de notre protecteur anti-DDoS. La deuxième chose, c'est on a choisi de contacter nos clients pour leur demander de corriger le problème. On leur a fait un petit guide explicatif, on leur a fait toute une belle doc, on leur a expliqué le problème, on leur a dit voilà, vous avez un Memcache qui est exposé, donc on a contacté que les clients qui étaient concernés, et on a essayé de les convaincre de corriger en 3 campagnes. Je reviendrai sur les chiffres, c'est très intéressant. Pour ces campagnes, on a enrôlé avec nous le service marketing. C'est la première fois qu'on faisait ça. On s'est dit, envoyer des mails, c'est leur boulot. Souvent, ils n'apprécient pas beaucoup notre façon d'envoyer des mails à coup de commandes de script un peu cracra. Donc on s'est dit, on va leur faire plaisir, on va leur faire envoyer des mails propres, comme ils les aiment, et on va leur déléguer ça. En plus, ça tombe bien, nous, ça nous fait moins de travail, et eux, c'est leur boulot. Et troisième chose qu'on a faite, c'est on a mis en place en premier la mitigation pour éviter que les serveurs de nos clients soient utilisés à mauvais escient. On a contacté nos clients. Si nos clients ne fixent pas, au bout d'un moment, ça va couper. Et on prend des solutions plutôt radicales. Donc l'idée, c'était corriger le bypass qui existait. Effectivement, on avait une petite conf à affiner pour que le comportement par défaut, qui est de couper un serveur qui émet une attaque, soit restitué. Et donc, à l'issue de la campagne de mail, les personnes qui n'ont pas corrigé le problème, malheureusement, ont vu leur serveur coupé dès lors qu'ils participaient à des attaques. Mais c'est le comportement normal. Alors, si je dois revenir sur les campagnes de mail qu'on a faites, c'est très intéressant. Ça, c'est les chiffres. Donc à chaque petite enveloppe, c'est une campagne de mail qu'on a menée. Et la petite éclair, c'est lorsqu'on a commencé à couper les serveurs, de façon un peu plus brutale. Donc initialement, qu'on a raffiné, tout à l'heure je vous parlais de 7000 IP qui est exposé sur le port TCP des Memcached, on a un petit peu affiné pour juste ne garder que ceux qui est exposés du Memcached sur le port en UDP. Et on en a trouvé à peu près 4200. Donc on a envoyé un premier batch de mails à 4200, à ces 4200 IP. Ça représente moins de clients, je ne me rappelle plus exactement le nombre de clients. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au bout d'une semaine, on avait à peu près la moitié des IP qui ont été corrigés. Et là, très franchement, c'était une très grande surprise. On ne s'y attendait pas. Même là, quand je revois les résultats, je ne m'y attends toujours pas. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait 10%, 15% de correction, mais pas du tout à ce qu'il y ait la moitié des clients qui fixent justement le problème. Après, au fil des semaines, on voit que forcément le taux de correction est de moins en moins important, mais au final, au moment où on commence à couper les serveurs qui commettent des attaques, ou en tout cas qui participent à des attaques, on est à 2/3 des IP qui ont été corrigés. Et là, on se dit qu'on a peut-être bien fait finalement d'embarquer avec nous le marketing, parce qu'ils ont pu nous produire aussi énormément de statistiques. Les taux d'ouverture de mail, les taux de clics sur le guide,
l'accompagnement aussi, au niveau du support, les appels, etc., pour venir corriger. Et finalement, on se rend compte que la pédagogie a plutôt bien marché. Donc ça, c'est aussi un succès qu'on aurait tendance à partager. C'est si jamais vous avez des campagnes de communication à faire, n'hésitez pas à embarquer avec vous la communication, parce que finalement, ils savent travailler des mails. Ça a pris du temps, hein, je ne vais pas vous le cacher, même nous, on était un peu dépités du temps que ça a pris pour rédiger un seul mail. Mais le mail a été tourné d'une façon plutôt pédagogique, et a bien marqué les esprits pour que les gens corrigent. Et ça, peut-être qu'on n'y serait pas arrivé nous-mêmes avec nos termes techniques, en employant des termes très techniques que les clients auraient très vite supprimés. Voilà. Quatrième volet, protéger notre infra. Alors là, on va rentrer un petit peu dans des similarités que vous avez pu connaître. Comme tout le monde, on a une DSI. Comme tout le monde, on a une infrastructure interne. Et comme tout le monde, on constate les mêmes défaillances que vous. C'est-à-dire que parfois, les pare-feux sont mal configurés ou pas configurés du tout. Alors, il faut savoir que le pare-feu, c'est généralement le meilleur allié pour réduire l'exposition d'un système. Déjà, vous concentrez sur la politique du moindre privilège et vous avez... alors, je vais peut-être un petit peu grossir le trait, mais vous avez facilement 80% du job qui est fait. Là, je vous ai mis un exemple d'IP-table. Une policy à drop, et vous êtes tranquille. Et souvent, les gens oublient ce type de détails. Et donc, vous démarrez un nouveau service, et hop, c'est exposé sur l'Internet, et hop, ça devient la fête. Donc, nous, on est une DSI comme tout le monde, et on fait face, comme tout le monde, aux mêmes problématiques. Donc, il faut beaucoup de pédagogie, en interne aussi, pour évangéliser. En interne, du coup, alors on a quand même une infra qui est important. On a développé un outil qu'on publiera sans doute en open source prochainement. On a encore un petit peu de code à nettoyer. Qui permet justement d'avoir une vue d'ensemble sur notre infra et d'éviter le shadow IT. Parce que nous aussi, on a du shadow IT. Alors certes, c'est pas du shadow IT qui est chez Amazon, qui est chez Alibaba ou quoi que ce soit. Généralement, c'est du shadow IT qui est chez nous, parce que on va avoir des gens en interne qui vont commander des serveurs chez OVH sans le rattacher directement à la DSI. Donc, on va avoir un outil qui va justement venir faire cette recherche d'IP qui pourrait appartenir au SI. Donc, on a plein de règles qui permettent de venir récupérer des machines, de les challenger un petit peu et de regarder est-ce que c'est des machines qui appartiennent effectivement au SI. Derrière, on va scanner ces IP. Ce sont des IP qui nous appartiennent, normalement. Voilà. 99% du temps, c'est le cas. Et donc, on va venir les scanner, les challenger et regarder les ports qui sont ouverts. Les ports qui sont ouverts, on va venir identifier des éventuelles vulnérabilités. Ça nous permet de corréler avec les CVE. Les CVE, c'est les bulletins de vulnérabilité. On va venir corréler tout ça entre les CVE existantes ou les nouvelles qui sortent, les ports qui sont ouverts, le guessing qui est fait sur les OS, etc. On rapproche tout ça et ça nous permet de voir notre exposition et notre vulnérabilité. Et ensuite, tout ça, on fait de l'alerting plutôt classique, à base de SIEM et compagnie, enfin voilà, des infrastructures plus classiques qui permettent de remonter des anomalies et lever des loups dès lors qu'on observe des choses. Donc en fait, c'est un outil qu'on a beaucoup utilisé justement pour faire l'inventaire du parc et notamment remonter, est-ce que par hasard, il y aurait des mêmes caches cachés dans notre infra qui pourraient être exploités par des attaquants et faire de la réflexion. Voilà. Vous n'aurez pas la réponse. Du coup, on va passer à la partie investigation. Alors volontairement, je vais être assez rapide sur les investigations. Mais ça va déjà vous donner une bonne idée de comment s'est organisée cette attaque. Alors derrière, la threat intel va nous permettre de rassembler ces éléments et d'avoir toute une timeline et de comprendre est-ce que à tout hasard, il y a quelque chose qui nous a échappé. Ce quelque chose qui nous a échappé, en fait, c'est la présentation des chercheurs de 360. Alors, c'est Kiu, mais quand ils le prononcent, ils ne disent pas du tout Kiu, alors je préfère ne pas le dire. Mais les chercheurs de 360, en juin 2017, ont fait une présentation pour justement montrer qu'avec Memcache, on était en capacité de faire des données de service par amplification avec des facteurs colossaux. Et ça, on ne l'a pas vu.
Et ça, par contre, c'est dommage parce que ça aurait pu être une information très intéressante pour qu'on puisse se préparer en amont. Et donc, à une date inconnue, potentiellement en janvier 2018, une personne a commencé à se dire « Ah tiens, Memcache, ça pourrait être quelque chose que je pourrais monétiser. » Que je pourrais monétiser sur ma plateforme de vente de d'init service as a service, ce qu'on appelle des booters, et je pourrais le vendre très cher. Et donc il a commencé son travail, et donc comme je vous disais tout à l'heure, sur des milliers d'instances Memcached, il a commencé à injecter une clé contenant un fichier zip. Ce fichier zip contenait un fichier GIF, mais on n'a jamais pu savoir quel était ce fichier GIF, vu qu'il y avait un mot de passe au fichier zip. Et le 16 février 2018, quand on fait les investigations, on observe les premiers tests de cette personne chez OVH. Donc peut-être qu'ailleurs ça a remonté plus tôt, mais en tout cas nous on voit les premiers tests le 16 février 2018 où on a de l'amplification Memcache qui est opérée. Et donc le 24 février, c'est le début des hostilités, c'est là où les attaques commencent, se font de plus en plus présentes, et donc il a vendu vraisemblablement sur sa plateforme de d'init service as a service autour du 24, 25 ou 26 février. Voilà. 26 février en mode public et a priori le 24 février en mode bêta. Parce qu'il y a aussi des bêtas. Et donc le 28 février, voilà, le GitHub est frappé par un DDoS de 1 Tera30 et le 1er mars, c'est notre tour. En tout cas, c'est un de nos clients qui est ciblé. Donc ça permet en fait de recontextualiser tous ces éléments et de voir que ce qui a pêché, c'est la présentation de juin 2017 et peut-être notre veille. Voilà. Alors l'état de la menace aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en mars 2019. Il ne faut pas se dire que voilà, c'est une menace qui est apparue en février 2018 et que maintenant les mitigations sont en place et que tout va bien. C'est pas exactement le cas. En fait, la menace, elle évolue. Comme toute menace, dans le temps, elle évolue et elle prend diverses formes. Les attaquants le savent, s'ils conservent la même forme au fil du temps, finalement, les mécanismes de détection vont les détecter très rapidement. Donc il faut absolument qu'ils soient polymorphes et qu'ils changent d'aspect au fil du temps. La première chose qu'on voit, c'est que les booters, ces plateformes de d'init service as a service qui permettent de vendre des packages de d'init service, les booters se sont emparés de cette méthode et aujourd'hui il y a énormément de booters, la majorité des booters, en tout cas des grands booters, qui proposent la méthode Memcached. Donc vous pouvez acheter du d'init service et faire du Memcached comme vous le souhaitez, pour pas très cher. Ce qu'on voit aussi, c'est que la personne qui a commencé à faire ce type de d'init service en premier s'est pris la peine de configurer les caches en injectant une clé, le fameux fichier zip, en avance avant de faire les attaques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens ne prennent plus la peine de configurer les Memcached. C'est entièrement possible, comme je vous disais, il n'y a pas d'authentification, donc vous pouvez altérer les données comme vous le souhaitez, mais ce n'est plus ce que vous voyez là sur la capture d'écran. FO67 sans rien faire, c'est déjà plus que la majorité des méthodes d'amplification qu'on a vues tout à l'heure. C'est pas aussi bien que NTP, mais au nombre de Memcache qui sont disponibles sur Internet, ça reste très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, alors tout à l'heure je vous présentais un chiffre de 74 000 Memcache disponibles sur l'intégralité d'Internet, aujourd'hui on est à peu près sur les 10-15 000. Donc on reste quand même sur un gros volume de serveurs qui restent disponibles, et donc un bon effet de levier. Quelque chose qu'ils ont remarqué également, c'est qu'on est en capacité de chaîner en fait les commandes. Memcached, donc vous avez un paquet UDP qui va envoyer une commande. Mais vous pouvez mettre plusieurs commandes dans un paquet UDP. Et donc vous allez pouvoir commencer à faire des choses très intéressantes. Ces choses intéressantes, ça va être, vous allez envoyer un paquet UDP avec plein de fois la même commande, et en fait Memcached va répondre à chaque fois un paquet unique en réponse. Il ne va pas mutualiser la réponse dans un seul paquet. Non, il va envoyer un paquet par commande en réponse. Ça permet de faire ce genre de choses. Donc si vous envoyez un paquet initialement, c'est le premier paquet qu'on voit en haut, de 1646 octets,
vous pouvez avoir une masse assez significative de réponses. Et là, on atteint un facteur d'amplification de 43 500. Et là, on a un facteur d'amplification qui devient très intéressant sans beaucoup d'efforts. Donc la menace, elle reste assez présente parce qu'on a un effet de levier qui reste assez titanesque pour une méthode et des serveurs qui restent encore sur Internet exploitables à foison. Si je prends des chiffres pour vous donner un petit peu l'activité finalement de cette méthode, donc là je prends les chiffres encore une fois de 360 qui ont un moniteur de DDoS. 360 il monitore un petit peu les attaques au fil des jours. On voit que on reste, alors sur les dernières semaines, on reste sur un trend à peu près de 750 attaques ayant pour vecteur memcached par jour. Ça s'est un petit peu calmé. On voit que parfois ça s'excite un peu, il y a des spikes, mais on reste sur un trend, 750 attaques, ça reste quand même pas mal. Ça reste plutôt intéressant. Globalement, au niveau mondial, on reste sur des attaques qui sont principalement orientées sur l'Asie, Asie-US. Voilà. Mais on en a quand même quelques-unes en Europe. Sur le volume de ces attaques, généralement, on est supérieur à 10 gigabits. On est compris entre 10 gigabits et quelques centaines de gigabits. Donc on reste quand même sur des vecteurs qui véhiculent des attaques assez conséquentes. Donc l'état de la menace reste quand même assez élevé et à surveiller. Alors pour conclure, j'en ai pas beaucoup parlé, mais voilà. Toutes les équipes qui ont été impliquées dans cette réponse à incident chez OVH, faut jamais croire que l'équipe sécurité est le porteur de flambeau. En général, les équipes de sécurité doivent venir épauler et accompagner les équipes qui ont l'expertise. Donc nous, en termes d'équipe sécurité, on était à peu près 2 à temps plein. Une personne qui coordonne finalement les opérations et une personne qui assiste après au niveau des équipes. Forcément, les équipes réseau, là on est sur typiquement un incident réseau, qui ont travaillé à pied d'œuvre. Quand je dis réseau, j'inclus aussi l'équipe anti-DDoS chez nous, celle qui édite le VAC, parce qu'ils font part intégrale de l'équipe réseau. On va avoir le support. Pourquoi le support? Parce que derrière, il faut répondre aux gens qui appellent éventuellement, ou qui envoient des mails, ou qui tweetent, et il faut les former. Former les équipes du support à répondre le mieux possible pour accompagner les gens à corriger le problème. Là ici c'était un problème de configuration, il faut les accompagner, leur expliquer. Même si parfois ça ne fait pas partie finalement du support qu'on doit délivrer, parce que ça reste dans le cadre de l'allocation d'un serveur et donc de l'administration, ça reste important de les accompagner pour corriger et donc pour protéger l'internet. On va avoir l'équipe marketing, comme je vous disais, qui a fait un travail assez intéressant sur l'envoi de mails. Et on va avoir l'équipe média pour l'édition du petit guide, sur l'édition de certains contenus, de gifs rigolos, etc. Donc finalement, c'est un incident qui a mobilisé chez nous 8 personnes à temps plein, pendant à peu près une semaine et demie. Voilà. Si je devais résumer du coup la réponse à incident et les investigations chez un hébergeur, alors on a un focus client, protéger les clients des attaques potentiellement qui viendraient de l'extérieur, pour ce type de cas. Le deuxième focus, ça va être protéger l'Internet, éviter que nos clients attaquent l'Internet. Un troisième, ça va être nous-mêmes, protéger nos assets, protéger notre infra. Et le quatrième, ça va être la threat intel. Ça va être contribuer aux investigations, recueillir finalement toute la timeline, comprendre les choses, anticiper et faire en sorte qu'à l'avenir, ce genre de choses ait le moins d'impact possible et qu'on puisse le gérer de façon la plus fluide. Voilà. Et si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir.